Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 10e R&D Corner de l'année. Aujourd'hui au sommaire, comme chaque début de mois, on va faire une présentation des activités de Cap Digital et plus particulièrement de l'équipe R&D. Et ensuite, on vous fera une présentation des appels à projets régionaux, nationaux et européens. Et aujourd'hui, on aura du coup une introduction de l'INPI qui introduira l'institution et les services qu'elle peut proposer aux entreprises. Donc, pour cette présentation, Jennifer Lecomte, directrice des programmes de R&D, et moi-même, Arthur Dufault, chargé de projet R&D. On vous a mis le lien vers le formulaire en ligne de manifestation d'intérêt si vous souhaitez déposer un projet. On est accompagné par un réseau d'experts sur différentes thématiques. Donc, on a des experts sur les parties technologiques, sur les parties marché et sur les parties prospectives et sciences humaines qui nous accompagnent et nous aident sur les expertises et la sélection des meilleurs projets en vue de leur labellisation. Donc, pour rappel, une définition générale des activités de R&D. Donc, la R&D, ça englobe plusieurs activités. Allant de la recherche fondamentale, en passant par la recherche appliquée et jusqu'au développement expérimental. Ces activités de R&D sont soumises à deux règles différentes. Donc, on aura d'un côté la règle des minimis, qui aide à soutenir le développement commercial d'une entreprise, et dans la limite de 200 000 € d'aide publique pour une même entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Enfin, de l'autre côté, c'est le régime qui va davantage nous intéresser aujourd'hui, on va avoir le régime R&D qui vise au développement des activités recherche, développement et d'innovation des sociétés, donc qui a pour objectif en fait de soutenir ces entreprises par des financements et donc de dérisquer en fait la prise de risque de l'innovation. Et donc là, les dispositifs sont multiples, comme on va le voir aujourd'hui, avec des appels à projets qui peuvent être individuels ou collaboratifs dans d'autres cas. L'accompagnement R&D chez Cap Digital, donc il se divise en plusieurs types d'activités. Donc on a d'une part les activités de sensibilisation, comme on le fait aujourd'hui avec le R&D Corner. Donc on va présenter les différents appels à projets qui existent dans le domaine proposer du coup une évaluation qui vous permettra dans un premier temps d'améliorer votre projet en vue de leurs remarques sur vos projets, sur votre projet, et donc qui vont ensuite sélectionner les meilleurs projets qui vont pouvoir du coup avoir la labellisation, et la labellisation qui servira comme un gage de qualité auprès des financeurs, et également dans certains cas qui peut être incitatif. Ensuite, donc Cap Digital peut également permettre une certaine visibilité de par notre site internet, nos réseaux sociaux, notre newsletter hebdomadaire et également les différents événements que l'on organise. Enfin, on va pouvoir proposer de la valorisation donc auprès de l'écosystème français et européen que nous avons, également un suivi des relations avec les financeurs et un accompagnement industriel et commercial. Donc Cap Digital, on existe depuis maintenant 17 ans. On est à peu près 900 structures adhérentes avec une très grande majorité de PME et de start-up. On a également un nombre non négligeable de grands comptes, un nombre aussi assez important d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et également des collectivités territoriales et des fonds d'investissement. Sur l'année 2021, Cap Digital, c'est plus de 100 événements organisés avec plus de 14 000 participants. Et donc, on est une équipe de 30 collaborateurs derrière cet écosystème qui travaillons au quotidien pour l'animer. Et on est accompagné par environ 150 experts.
En 2022, Cap Digital, c'est également 1,4 milliard d'euros levés par les entreprises adhérentes de notre structure, dont 95% via nos services d'accélération et R&D. C'est également, depuis la création, plus de 3200 projets accompagnés, accompagnés par des expertises, comme je vous présentais juste avant. Plus de 1700 qui ont été labellisés et presque 900 de financés. On a également des activités de transformation numérique avec environ une centaine de mises en relation qualifiées entre des startups et des grands comptes en 2021 via des programmes dédiés. Également 13 programmes d'open innovation qui ont été menés par le pôle depuis 2019. On a également une équipe Europe qui est très active et qui, depuis la création du pôle, a participé à plus de 42 projets européens, qui nous a permis également d'élargir notre réseau à l'échelle européenne, avec 230 partenaires actifs de Cap Digital sur la scène européenne. Et donc sur cette année 2023, on est à 7 projets en cours, 7 projets européens en cours, et on travaille régulièrement à en avoir de nouveaux. Pour nous rejoindre, pour rejoindre notre écosystème, donc on vous a mis un rappel des extraits des cotisations adhérentes sur l'année 2023. Donc l'adhésion pôle, elle est payante, mais voilà, on vous a accès à de nombreux services qui peuvent vous être bénéfiques. Voilà, là, on leur a mis le rappel des cotisations. Enfin, une équipe animation et relations adhérents pour vous accompagner au quotidien. Voilà, qui organise de nombreux événements dans notre pôle ou à l'extérieur, avec des learning expeditions, des cap and coffee ici dans nos locaux régulièrement, et voilà, avec qui vous pouvez échanger sur les différentes communautés que l'on adresse. Et donc pour continuer, donc comme je vous disais, on va avoir la présentation de l'INPI par Candice Charby et Hélène Périssin-Piracet. Bonjour à tous. Bonjour Jennifer. Bonjour Candice, bonjour à tous. Et merci beaucoup de nous accompagner ce matin pour nous présenter comment l'INPI peut accompagner les entreprises sur leurs problématiques liées à leur, évidemment, propriété intellectuelle. Donc merci à vous d'être parmi nous ce matin. Et merci à Hélène. Je ne sais pas si elle est en ligne, si on l'entend bien. Si, bonjour. Oui. Bonjour Hélène. Merci d'être parmi nous ce matin et on vous laisse la parole. Vous pourrez poser évidemment toutes vos questions dans l'onglet questions sur Livestorm et on pourra on relaiera vos questions à la fin de leur présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Merci. Je vous laisse la parole. Merci pour votre invitation. Hélène démarrera la présentation et je prendrai le relais par la suite. Bonjour à tous, bonjour Candice, bonjour Jennifer. Oui, alors nous, au sein de l'INPI, en fait, l'objectif pour nous, on est l'Institut national de la propriété industrielle. Donc évidemment, on a vocation à enregistrer la protection des entreprises. Alors, je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante. Ouais. Donc voilà, l'organisme, l'objectif étant à la fois d'informer les entreprises. Donc nous, l'INPI enregistre à la fois les marques, les dessins et modèles et les brevets. S'agissant de notre démarche, on s'est rendu compte que l'idéal étant d'accompagner au mieux les entreprises qui sont déposantes, afin qu'elles ne soient pas là juste pour déposer et obtenir un titre de propriété, mais afin de les orienter en fait dans cette matière qui est quand même à la fois particulière et en même temps déterminante pour les compétences, pour acter des compétences d'une entreprise ou de son image de marque. Voilà. Donc l'idée c'était de développer une force de chargés d'affaires qui est composée à la fois de juristes et d'ingénieurs qui peuvent accueillir et accompagner les entreprises pour les amener à adapter, à renforcer leur propriété industrielle et renforcer leur influence au niveau de la France. Donc
on sensibilise également de manière un peu plus générale, un peu plus globale les entreprises et les institutions. À la fois, on est présent à la fois au niveau des pôles de compétitivité et autres. Et on accompagne également les entreprises qui doivent lutter contre la contrefaçon. On peut passer à la suivante si vous voulez. Donc voilà, pour vous donner une image, en fait, au niveau français, on a 70 chargés d'affaires qui sont répartis dans tout ce découpage au niveau hexagonal. Et en fait, dans chaque délégation, on a donc des compétences pour accompagner les entreprises, être présent aux côtés des pôles d'activité et pôles de compétitivité également. Je vous en prie, on peut passer à la suivante. Merci. Voilà, nos partenaires actuellement, donc c'est essentiellement sur toutes les régions, forcément. On est en contact avec elles. On a également, donc sur la slide suivante, les partenaires nationaux. On fait partie, évidemment, on travaille avec la French Tech, avec Business France, avec les CPI, les conseils en propriété industrielle, parce qu'on oriente éventuellement les entreprises vers eux. Place des entreprises, qui est également présent sur le service public et qui permet d'accompagner les entreprises sur leurs problématiques de propriété intellectuelle. On est également en lien avec le IPO et avec tous les organismes internationaux de propriété industrielle. Au niveau de l'international, l'INPI, c'est plus de 10 conseillers. Donc, ce qui nous permet éventuellement d'orienter les entreprises vers des conseillers qui sont adaptés à leurs problématiques. Par exemple, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique subsaharienne, tout le Moyen-Orient. À chaque fois, on a une présence dans une ambassade de France sur place, de manière à ce que eux soient au courant des problématiques en tout cas des enjeux spécifiques à la région. On peut regarder la suivante. Voilà, nous, on accompagne en fait avec 4 axes en particulier. Il y a l'aspect coaching, donc on a toute une gamme d'offres que vous présentera ensuite Candice. On a également l'Académie INPI qu'on a mis en place avec beaucoup de choses en ligne et gratuites, des MOOC, des formations, des webinaires. Data INPI qui est aujourd'hui notre base de données qui répertorie à la fois les brevets, les marques, les dessins et modèles, mais également tout ce qui est licence et tout ce qui est registre national des sociétés. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir, quand vous faites une recherche, d'avoir une vue globale du portefeuille pour une entreprise ou pour un axe particulier. Et ensuite, le portail e-procédure qui donc permet de manière dématérialisée à tous les déposants de mener toutes les procédures, que ce soit procédure de dépôt, procédure d'opposition, procédure d'inscription. Toutes les procédures sont dématérialisées et en ligne. Bon, on a quand même INPI Direct, qui est notre plateforme de conseillers qui sont basés à Lille et qui orientent aux besoins qui sont disponibles pour répondre aux questions des entrepreneurs et de toute personne qui a besoin de répondre à ces questions. Donc, on essaie d'être présent à chaque étape. L'idée, c'est à la fois au tout début, la R&D, quand les personnes commencent leur développement, leurs innovations, on essaie de les sensibiliser à la veille, à veiller à ce qui est, est-ce que l'invention sur laquelle il progresse soit libre d'exploitation, mener également un dépôt probatoire pour la date de création, la confidentialité. Ensuite, dans le concret, donc là, on sera sur le dépôt de titres, les extensions internationales. Donc là, c'est vraiment le lancement et l'amélioration. Et ensuite, surtout, l'exploitation commerciale. L'idée étant de conserver donc les titres, de surveiller également sur les marchés comment ça peut être exploité et de lutter contre la contrefaçon en permanence. L'idée, c'est vraiment d'optimiser l'exploitation des titres qui sont déposés de façon à ce qu'ils ne soient pas déposés simplement et laissés de côté. Donc voilà, donc ça on revient sur tous les besoins qu'on a analysés au niveau des entreprises et donc à chaque besoin, que ce soit définir une stratégie, protéger des avantages compétitifs, conquérir un marché international. Pour chacun de ces besoins,
qu'on a identifiés, on a proposé des solutions qui sont à la fois un soutien financier ou alors mettre en relation avec les acteurs clés, sensibiliser à la propriété intellectuelle, apporter des outils en fait. On est vraiment, l'objectif des chargés d'affaires, c'est vraiment de faire le lien. Et donc, Candice va vous présenter donc les accompagnements qu'on propose, les accompagnements personnalisés pour chaque entreprise. Oui, donc je poursuis avec les accompagnements personnalisés que nous proposons aux startups et aux entreprises qu'on accompagne. Donc, comme vous l'a indiqué Hélène, nous, les chargés d'affaires, notre travail, c'est d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de leur stratégie de propriété industrielle. Et pour cela, l'INPI a développé une gamme de programmes d'accompagnement qui sont représentés ici sur cette slide. Il y a notamment un programme Startup, donc dont l'objectif est d'intégrer la propriété intellectuelle dans l'ADN de l'entreprise et d'en faire une force pour ses levées de fonds le cas échéant. L'idée, c'est d'avoir un interlocuteur dédié avec un accompagnement sur mesure au gré des besoins de l'entreprise pendant une durée d'environ 2 ans. Un autre programme est le programme Alliance Pays. C'est un programme qui est spécifique au projet de R&D collaborative et au transfert de technologies publiques-privées. Donc qui permet d'accompagner les entreprises sur ces enjeux-là, alors en amont de la rédaction des contrats et pendant toute la phase de négociation et puis ensuite dans le développement du projet. Un autre outil qui a été développé, c'est le pré-diagnostic pays, qui permet, lui, de diagnostiquer, de faire en réalité un état des lieux de la propriété industrielle de l'entreprise, des actifs de l'entreprise et des recommandations personnalisées pour orienter les actions à mettre en œuvre et déterminer les priorités en termes de propriété intellectuelle. Le Passe-Pays, ce n'est pas un programme d'accompagnement, c'est un soutien financier qui a pour objectif de faciliter la mise en place des actions qui sont recommandées par l'INPI. C'est une aide financière que je développerai un petit peu plus tard dans les slides suivants. Voilà, c'est vraiment une aide financière. Je vous donnerai les conditions dans les slides qui suivent. Le programme suivant, c'est un programme qui s'appelle Masterclass Pays. C'est une formation coaching qui permet de mieux piloter la stratégie de propriété intellectuelle dans son entreprise. Et enfin, la cartographie des brevets, qui est un outil d'analyse et d'orientation pour pouvoir analyser l'environnement technologique et concurrentiel au niveau mondial de l'entreprise afin de l'aider à orienter sa stratégie d'innovation. Donc, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail des programmes que je viens de vous présenter. Le programme Startup, c'est donc un accompagnement sur mesure au rythme du business de l'entreprise. On se cale sur les besoins et sur le rythme de l'entreprise pour l'aider à accompagner sa croissance grâce à la propriété intellectuelle et à faire entrer la propriété intellectuelle dans la stratégie d'entreprise. Il y a plusieurs étapes dans ce programme. Il y a d'abord une rencontre, bien évidemment, avec l'entreprise qui nous permet d'élaborer un plan d'action en propriété industrielle qui va être un document qui va lui être remis avec les actions qui vont être listées, une empreinte pays qui va permettre de figer en fait sur un document l'état dans lequel se trouve l'entreprise en termes de propriété industrielle.
Et enfin, à l'issue du programme, une lettre de soutien sera remise à l'entreprise. C'est une lettre de soutien à l'innovation qui pourra notamment l'aider dans le cadre d'une levée de fonds. Ce programme est entièrement gratuit pour l'entreprise. Le programme Alliance Pays, comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme qui a pour but d'aider les entreprises dans la gestion de leurs projets de R&D collaborative et ou de transfert de technologie. Donc en fait, sont visés ici les entreprises, les centres techniques, les pôles de compétitivité, et il se déroule en plusieurs phases également. Au démarrage du projet, un premier rendez-vous est établi avec l'entreprise. Ensuite, il y a des rendez-vous de suivi pendant toute la phase de négociation et un rendez-vous de bilan au moment où l'accord est finalisé. C'est un programme qui est entièrement gratuit pour l'entreprise également. Le pré-diagnostic, c'est un état des lieux avec des recommandations personnalisées pour orienter les actions et les priorités en termes de propriété industrielle. C'est un programme qui est également qui se déroule en plusieurs étapes avec un premier rendez-vous pendant lequel on établit l'état des lieux. On fait ensuite des recommandations dans un rapport qui est remis à l'entreprise et ensuite un entretien de restitution pour expliciter les recommandations qui ont été formalisées dans le rapport et répondre aux questions de l'entreprise. C'est un programme qui est également gratuit, qui est entièrement financé par l'INPI, qui a une valeur de 1 500 €. Donc le Pass Pays, c'est le soutien financier dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à destination des startups et des PME qui n'ont pas encore pratiqué les prestations que je vais vous lister tout à l'heure, qui sont des prestations de mise en œuvre d'actions de propriété industrielle, qui ont pour but en fait d'encourager l'entreprise à agir en propriété intellectuelle, à la fois en lui apportant un éclairage pédagogique et à la fois en lui apportant cette aide financière. L'idée, c'est vraiment d'intégrer la protection des innovations dans le processus d'innovation de l'entreprise et dans la contractualisation de ses rapports avec les tiers. Le Pass Pays s'intègre dans l'accompagnement pays, donc dans les programmes que je viens de dérouler précédemment. C'est un soutien financier qui permet la prise en charge de prestations d'experts, c'est-à-dire d'honoraires d'avocats ou de conseils en propriété industrielle, à hauteur de 50% du coût de leur prestation. Elle est plafonnée à 6 000 € de la prestation, c'est-à-dire que l'INPI participe à hauteur jusqu'à un maximum de 3 000 € par prestation. Et une entreprise peut bénéficier de 3 Pass Pays dans sa vie sur un plafonnement maximal de 10 000 €, donc 5 000 € de prise en charge par l'INPI. Alors les prestations éligibles, je vais vous les lister. Le Pass Pays concerne la stratégie à l'international, que ce soit les marques, les dessins et modèles, les brevets, l'aspect contractuel, l'accompagnement contractuel, les contrats collaboratifs public-privé, tout le volet brevet, de l'étape de la recherche, la veille, également la liberté d'exploitation et la brevetabilité, l'état de l'art et le dépôt de brevets français. Il y a aussi un volet numérique qui permet de prendre en charge donc une partie des honoraires liés au diagnostic de protection du numérique ou de cybersécurité. Il y a un volet défense en cas de nécessité sur une analyse précontentieuse et un volet finance qui concerne l'évaluation des actifs pays et la maîtrise de la fiscalité sur la propriété industrielle. La Masterclass PI, donc c'est notre programme de coaching. C'est une formation coaching qui est destinée à intégrer la stratégie de propriété industrielle dans la stratégie d'entreprise.
à destination des startups, des PME et des ETI qui ont déjà une expérience en propriété industrielle, pour les accompagner à continuer de construire leur stratégie de dépôt de titres en France et à l'international, pour les aider à structurer la gestion de leur innovation et à gagner en autonomie, pour aussi leur permettre d'avoir une vision à 360 degrés grâce à des interventions d'experts et à un diagnostic personnalisé de l'entreprise. Pendant toute la masterclass pays, le chargé d'affaires suit toujours l'entreprise dès le début de la formation. Il s'agit d'un cursus de 6 jours qui se déroule sur 6 mois. Et pendant toute la durée de cette formation, un réseau d'experts INPI est mis à la disposition de l'entreprise, pendant laquelle elle va choisir des coachings. Je vais vous expliquer ça dans la slide suivante. Il y a toujours un parrain de la formation qui est toujours un spécialiste de l'API. Ça peut être un responsable de département de pays d'un grand groupe ou un CEO de start-up qui a une expérience pays très aboutie. Les frais d'inscription de cette formation s'élèvent à 3 000 €. C'est une formation qui a une valeur de 10 000 € et donc le reliquat est financé entièrement par l'INPI. Je vais vous donner un petit visuel. Voilà, sur le déroulement de la masterclass. Donc, en fait, il y a 3 journées de formation inter-entreprise, c'est-à-dire que plusieurs entreprises participent en même temps à cette formation, ce qui permet aussi un networking entre les entreprises qui y participent. Et ensuite, il y a 4 demi-journées de coaching sur mesure qui sont choisies évidemment par l'entreprise, avec l'aide du chargé d'affaires qui la suit, sur les thématiques dont elle a besoin, et l'INPI se charge, enfin le chargé d'affaires se charge de la mettre en relation avec les experts sur les thèmes choisis dans les coachings. On va terminer par la cartographie brevet, qui là, c'est plutôt un outil pour vous aider dans votre stratégie d'innovation quand vous avez des sujets de brevet et que vous vous interrogez sur votre environnement concurrentiel. Qui sont mes concurrents, quelles inventions sont-ils en train de développer, est-ce que mon idée est nouvelle et ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une tendance? Voilà, comment aussi rassurer mes investisseurs par rapport au paysage concurrentiel. Donc c'est un outil technologique qu'on met à disposition des entreprises. Voilà, on vous a mis des petits visuels. Alors, je sais pas si c'est très parlant. Je vais essayer de vous les expliquer. En fait, vous allez obtenir une carte qui ressemble à celles qui sont présentées sur l'écran, et qui vont donc vous permettre de voir les tendances R&D du secteur dans lequel vous vous trouvez et de positionner vos brevets par rapport à ceux des concurrents. Donc, comme vous le voyez, c'est un outil qui est très graphique. Et qui est destiné à vous orienter sur votre stratégie de brevet exclusivement. Vous serez mis en relation dans le cadre de ce programme avec un ingénieur du secteur qui établira cette cartographie et avec un chargé d'affaires spécialisé sur cet outil. Voilà, pour terminer, on vous a fait un visuel sur le portail de données qui est au service qu'on a mis en place au service de la compétitivité des entreprises, pour vous montrer ce à quoi vous pouvez accéder sur notre portail. Donc l'intégralité des marques déposées avec les chiffres à jour, l'intégralité des brevets, des dessins et modèles, et toutes les données relatives aux entreprises. Qui sont donc les bases de données qui sont accessibles et que vous a présenté Hélène en début de présentation.
Voilà, c'est terminé pour ma partie. Merci beaucoup Candice, merci beaucoup Hélène. On va passer aux questions-réponses. Je vais commencer en ligne et puis après je donnerai la possibilité aux personnes présentes chez Cap Digital ce matin et qui nous accompagnent pour ce R&D Corner de poser leurs questions. Alors vous l'avez rappelé hein, dans vos différentes présentations, mais voilà, la question de Philippe, c'est l'accompagnement de l'INPI, à quel point elle peut être personnalisée et à quel point elle peut être gratuite ou payante. Quand est-ce que ça passe d'un niveau gratuit à un niveau payant? Alors, donc il y avait deux questions. L'accompagnement est totalement personnalisé, c'est-à-dire qu'on a un rendez-vous avec l'entreprise, alors physique ou à distance, avec un chargé d'affaires qui sera le chargé d'affaires qui suivra l'entreprise pendant toute la durée du programme qui sera adapté. Et donc après une présentation de l'entreprise et de son activité, nous, notre rôle, c'est de l'orienter vers les programmes qui pourraient lui convenir, qui sont tous entièrement gratuits, sauf la masterclass et la cartographie brevet. Donc voilà, sur la gratuité, c'est très clair. Après, évidemment, pour la mise en œuvre des actions, si l'entreprise a besoin d'être accompagnée par un avocat ou un conseil, un propriétaire industriel, les prestations des experts seront évidemment payantes, mais sur lesquelles nous, on finance une partie dans le cadre du PASSPI. Merci beaucoup. Une deuxième question. Est-ce que vous avez une définition du mot start-up pour savoir qui est éligible et qui ne l'est pas? Est-ce que c'est large et ça concerne toutes les entreprises, ou est-ce qu'il y a quand même des restrictions à ce niveau-là? Il faut qu'il y ait une activité innovante. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une activité innovante? En fait, c'est au sens large. Ça peut être une innovation au sens commercial, une innovation au sens industriel. Voilà, c'est le terme est entendu au sens large. Après, au cours du premier rendez-vous, si toutefois la start-up n'entrait pas dans ce qu'on pouvait considérer comme une innovation, bien entendu, on le déterminerait tout de suite. Mais voilà, c'est innovation au sens large. L'idée étant qu'il puisse y avoir des actions de propriété industrielle pour qu'il y ait un accompagnement par la suite. Merci beaucoup. On va passer peut-être aux questions dans la salle. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que je vais passer mon micro? Bonjour. Bon, je croyais que c'était un appel à projet Panorama, mais j'en profite quand même. D'accord. Je travaille beaucoup avec l'EIPO pour des marques internationales. Là, on parle du INPI international. Je voulais savoir le lien entre les deux. Quand est-ce que je fais appel à l'INPI pour l'international? Quand est-ce que je fais appel à l'EIPO pour des marques européennes? Bonjour monsieur. Alors l'INPI, c'est l'office français. Donc les dépôts qui sont effectués à l'INPI ne couvrent uniquement le territoire français. Le IPO, c'est notre homologue européen. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les titres de propriété industrielle au niveau de l'Europe. Vous demandiez quand est-ce qu'on vise l'international. En fait, les dépôts ne seront. Il y a deux choses. Il y a les dépôts. Donc les dépôts seront effectués à l'INPI que s'il s'agit de dépôts nationaux. En revanche, quand l'entreprise a une stratégie d'internationalisation, on est capable de vous mettre en relation avec notre réseau d'experts à l'international, comme on le disait tout à l'heure, en fonction de la zone géographique dans laquelle vous souhaitez vous implanter, pour que eux prennent le relais sur certains sujets spécifiques à certaines zones géographiques. Il y a une autre question. Oui, merci beaucoup. C'est pour savoir si, pour déposer un projet, il faut nécessairement passer par l'enveloppe solo ou avoir directement le brevet. Merci.
Bonjour monsieur. Alors l'enveloppe solo, aujourd'hui elle est renommée e-solo parce qu'elle est entièrement dématérialisée et en fait l'e-solo n'est pas un titre de propriété industrielle à la différence des marques ou des brevets ou des dessins et modèles. C'est un outil probatoire qui permet de dater une création, éventuellement dans l'attente d'un dépôt. Par exemple, quand il s'agit d'un dépôt de brevet, c'est toujours long. Donc l'e-solo peut permettre de dater et de figer à la fois la date et l'auteur de la création. Donc voilà, la grosse différence, c'est ça, c'est que c'est un outil probatoire et non pas un titre de propriété industrielle. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas de questions, on va remercier Candice et Hélène pour leur présence ce matin. Peut-être pour vous rappeler un petit peu comment les contacter. Donc, vous avez leur contact évidemment à la fin de la présentation. Et pour tous les membres de Cap Digital, si vous avez des problématiques et que vous souhaitez être accompagné par l'INPI ou si vous avez des problématiques et que vous souhaitez des conseils, nous sommes là en relais. Nous sommes partenaires de l'INPI depuis, je pense, le début du pôle. Et donc, on est là aussi pour faire la transition entre vos problématiques et l'accompagnement de l'INPI. Et donc, on est accompagné en tant que pôle de compétitivité par l'INPI sur nos différentes actions. Donc voilà, n'hésitez pas également à nous remonter vos problématiques et ensuite on pourra faire les mises en relation. Merci beaucoup Candice, merci beaucoup Hélène. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci. Oui, merci Candice et merci Hélène. Moi, je vais enchaîner du coup cette présentation, ce R&D Corner avec des appels à projets régionaux de la région Île-de-France qui sont actuellement ouverts. Donc voilà, ces appels à projets couvrent, comme je disais, l'ensemble de la recherche et de l'innovation, l'ensemble de la chaîne, voilà, avec différents appels à projets. Certains plus adaptés à de la recherche du coup fondamentale, d'autres à de la recherche appliquée et d'autres enfin à du développement expérimental. On va surtout introduire je vais introduire du coup 2 appels à projets InnovUp expérimentation qui sont ouverts, qui sont ouverts au fil de l'eau. Donc le premier, c'est la expérimentation de transition écologique des territoires qui vise à soutenir les projets d'innovation et leur application sur le terrain. Ce programme, donc l'objectif, c'est de mettre en condition réelle tout type de solutions et de technologies innovantes à même de répondre aux défis écologiques de notre temps et principalement qui sont les enjeux de la région Île-de-France. Donc à travers 6 domaines prioritaires qui sont l'éco-construction, les déchets et les ressources, l'énergie, nature et biodiversité, adaptation, résilience et mobilité et logistique. Ces projets d'expérimentation, ils doivent se mettre en place sur une période de 6 à 18 mois et ils sont financés donc dans la limite de 500 000 € en subvention et au-delà, donc la BPI interviendra sur des financements en avance récupérable ou en avance récupérable ou en prêt à l'innovation. Donc, quand on parle d'expérimentation, on parle d'un côté de terrains d'expérimentation. Ces terrains d'expérimentation, ils peuvent être de multiples types. On va retrouver beaucoup de collectivités territoriales, mais il peut également y avoir des syndicats mixtes, des entreprises publiques locales, ou également des grandes entreprises en situation de délégation du service public. Et ensuite, côté du coup porteur de solutions innovantes, on va avoir tout ce qui est TPE, PME et ETI. Également, les associations peuvent être éligibles. En tant que partenaire opérationnel aux côtés de la Fondation Solar Impulse et de Construire au futur, habiter le futur, Cap Digital accompagne sur le dépôt de ces projets. Donc on accompagne, si vous avez un projet de ce type et que vous êtes à la recherche d'un terrain, on peut du coup déjà faire un diagnostic de ce projet pour voir s'il correspond bien aux attentes de ce programme et ensuite faire une recherche parmi nos terrains d'expérimentation qui ont des enjeux de transition écologique.
Parfois, d'autres porteurs de solutions viennent nous voir directement avec le terrain. Mais dans tous les cas, on peut accompagner du coup sur le dossier. On va pas participer à la rédaction en tant que telle, mais on va pouvoir vous indiquer quels sont les critères à bien cocher pour pouvoir bénéficier de ce financement. Donc voilà un financement qui est compris d'ailleurs entre 25% et 45% en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc voilà sur ce programme qui est d'ailleurs fait, du coup c'est 1 an, on fait les 1 an de ce programme le 9 novembre, donc jeudi prochain, de 8h30 à 13h à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Donc au programme, l'objectif c'est de faire un tour des enjeux de transition écologique du territoire francilien par une personne du CEREMA qui fera cette introduction, également d'avoir un retour d'expérience des premiers lauréats, comment ils ont mis en place leur expérimentation, ce que ça leur a permis de développer dans l'entreprise, comment le programme a pu dérisquer l'innovation et permettre le passage à l'échelle. Également, surtout, on va mettre en place des ateliers thématiques sur la deuxième partie de la matinée qui permettront de favoriser les rencontres entre des porteurs de solutions innovantes et des terrains d'expérimentation. Donc voilà, on vous a mis le lien d'inscription si vous voulez encore vous inscrire. Donc le deuxième appel à projet InnovUp Expérimentation s'adresse quant à lui au secteur de la Silver Economy. Donc c'est Silver Economy et bien vieillir. Et donc, tout comme pour le transition écologique, il vise à soutenir des innovations et leur application sur le terrain. Donc là, sur des domaines qui sont plutôt liés à la silver economy et à la santé, avec donc également 5 domaines prioritaires qui seront santé, prévention, soutien aux aidants, inclusion sociale et mobilité et aménagement. Les modalités sont tout à fait similaires aux précédents. Donc 6 à 18 mois d'expérimentation, jusqu'à 500 000 € de subvention, et ensuite au-delà une intervention en avance récupérable et prêt à l'innovation. Et côté terrain d'expérimentation, donc là les terrains seront sensiblement différents. On a pas mal d'EHPAD par exemple, bien sûr, qui sont au terrain d'expérimentation dans ce cadre-là. Également des hôpitaux peuvent l'être. On a différents cas de figure. Et côté porteur de solutions, on va avoir les mêmes types d'entreprises ou d'associations que sur l'autre programme. L'accompagnement, on propose également un accompagnement, cette fois-ci à côté de Silver Valley, donc pôle de compétitivité dans la Silver Economy. Et pour vous présenter plus en détail sur un créneau d'1 heure cet appel à projet, on propose un webinaire avec la région Île-de-France le jeudi 16 novembre après-midi, donc c'est à 15h, sur lequel du coup vous avez le lien d'inscription pour vous inscrire. Enfin, un dernier appel à projet régional, l'appel à projet InnovUp Leader PIA 4, qui du coup vise à soutenir l'émergence des futurs leaders sur leur marché. Là, on est sur des projets avec une temporalité plus longue, puisque c'est des projets de 12 à 24 mois, et également avec des budgets qui sont compris entre 150 000 € et 1 million d'euros. Voilà, là, on va avoir un mix sur l'intervention de la région de BPI-France va se faire s'articule avec un mix de 2 tiers en subvention et d'1 tiers en avance récupérable. Et donc, sur celui-ci, toutes les TPE, PME et ETI franciliennes sont éligibles. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 1er décembre. Et donc, si vous souhaitez bénéficier de l'accompagnement et de la relecture par nos experts de vos projets, on a besoin de recevoir les projets à la fin de cette semaine pour pouvoir bien leur laisser le temps d'expertiser vos projets ou de vous faire un retour d'ici le 1er décembre. Donc les critères de sélection sur cet appel à projet, ça va être le degré de rupture et caractère innovant du projet, le potentiel commercial de la solution, donc, qui est important de bien mettre en avant, les retombées économiques et d'emploi sur le territoire francilien et au-delà, mais principalement francilien, et également les externalités socio-économiques favorables du projet sur le territoire francilien et principalement, dont sur l'aspect environnemental, et enfin la qualité du projet et la capacité du porteur à apporter le projet. Donc sur ce programme, la région a prévu une enveloppe de 82 millions d'euros sur la période 2021-2025.
Voilà pour les appels à projets régionaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup Arthur. Il y avait une question, mais du coup tu y as répondu d'Alexandre qui demandait quelles sont les prochaines dates de InnovUp Leader PIA. Donc c'est bien le 1er décembre et Alexandre, pour l'instant on n'a pas de calendrier sur 2024. Donc a priori c'est un programme de la région qui revient par vague. Il y aura certainement des dates sur 2024, mais pour l'instant nous n'avons pas ces dates. Donc on ne peut pas vous répondre. Peut-être quelques mots sur ce InnovUp Leader PIA 4 pour compléter un petit peu les informations, on va dire non écrites. Hein. C'est quand même un programme de la région Île-de-France qui est assez concurrentiel, où les projets technologiques sont plus encouragés et plus financés, et peut-être pour faire sortir un petit peu les enjeux prioritaires. Donc évidemment, on a toujours la santé. On va dire que dans l'environnement de Cap Digital, peut-être vont être favorisés les projets qui touchent un peu plus la transition écologique. Donc si vous avez ce type de projet, n'hésitez pas à nous contacter et à proposer votre solution sur InnovUp Leader PIA de la région Île-de-France. Oui, voilà. Merci Jennifer pour avoir complété. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou dans le public peut-être. Non. Pas de questions dans le public. Très bien. On va passer aux appels à projets nationaux de l'innovation dirigée. Je passe la tablette. Merci beaucoup. Donc il y a 2 volets sur la stratégie France 2030, je les rappelle toujours en début de présentation, mais il y a un volet qui est de l'innovation dirigée, qui concerne des stratégies d'accélération spécifiques du gouvernement, c'est-à-dire les enjeux prioritaires que France 2030 veut mettre en avant et sur lesquels elle va le plus investir. Et puis l'autre partie des financements de France 2030, ce sera sur de l'innovation structurelle. Donc là, ça va être des appels à projets qui vont être beaucoup plus génériques, qui reviennent majoritairement par vague, et donc qui vont alimenter comme ça l'ensemble des innovations qui vont être présentées. Donc, je vais commencer par l'innovation dirigée, sachant que pas vraiment de nouveautés par rapport au précédent R&D Corner sur France 2030 concernant le numérique, évidemment. Je remets en avant l'appel à projet qui nous concerne plus particulièrement, qu'on a présenté, que l'ADEME est venue présenter au dernier R&D Corner, mais sur lequel j'insiste. Pourquoi ? Parce que la première deadline arrive le 29 novembre et que on va organiser des auditions pour labelliser les projets, et ces auditions auront lieu le 14 novembre. Donc vraiment, si vous avez un projet qui concerne cet appel à projet, c'est-à-dire le numérique éco-responsable, des actions engagées pour rendre ce numérique plus éco-responsable, c'est-à-dire si vous travaillez sur de l'éco-conception, du réemploi, plutôt des modèles de production plus raisonnables, du numérique frugal, ou si vous adressez directement des enjeux de quantification autour des enjeux énergétiques du numérique au sens vraiment très large du terme, eh bien cet appel à projet est fait pour vous. C'est un appel à projet qui est issu de la nouvelle stratégie d'accélération de France 2030 sur le numérique éco-responsable, qui a vu le jour en juin ou juillet de l'année dernière. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un appel à manifestation d'intérêt sur cet enjeu, et finalement, le gouvernement a décidé d'avoir une vraie stratégie d'accélération dans ce domaine-là. Donc, nul doute qu'il y aura d'autres appels à projets qui vont sortir sur ces enjeux-là. Mais voilà, celui-là, c'est le premier. Il y a 2 vagues qui ont été annoncées, donc une qui se clôture le 29 novembre et puis une autre qui se clôturera en février 2024. Donc, comme je le dis, il est encore temps de nous solliciter. Et c'est vraiment cette semaine pour qu'on puisse auditionner votre projet et labelliser votre projet sur cet enjeu.
Donc des projets individuels ou collaboratifs sur une période maximale de 36 mois et avec des budgets qui peuvent aller de 300 kg à 5 millions d'euros, toujours la même part subvention plus avance remboursable en fonction de ce qui, en fonction de l'impact et de l'intensité de R&D que vous mettez dans le projet, vous aurez différents types d'interventions. Donc, je vous ai rappelé juste les dernières slides de l'ADEME sur cet appel à projet pour vous remettre encore les objectifs de cet appel, que vous ayez aussi la typologie des projets qui sont attendus sur cet appel. Et puis derrière, voilà, les taux d'intervention qui sont rappelés ici avec également les dépenses éligibles. Donc toujours la même chose, évidemment le caractère innovant, ça reste un appel à projet soumis au régime de R&D, donc on a vraiment le caractère innovant qui est prédominant, et puis évidemment tout ce qui est impact environnemental. Si votre projet adresse cet enjeu, il faudra évidemment démontrer en quoi il adresse cet enjeu, mais également pouvoir quantifier l'impact de votre propre projet du point de vue environnemental. Évidemment, ça reste un projet de R&D pour soutenir l'économie, et donc vous avez tout l'impact économique derrière à développer sur votre projet. Donc là, vous avez le rappel du processus d'audition des projets, et puis les liens et les contacts utiles si vous en avez besoin. Donc voilà sur cet appel à projet. Ensuite, un appel à projet issu de la stratégie d'accélération sur le cloud. C'est toujours cet appel à projet espace de données mutualisé qui est ouvert jusqu'en juin 2024. Donc elle a plusieurs vagues. C'est un appel à projet qui permet de financer notamment les plateformes ayant pour but de mettre en commun des données et de monétiser ces données. Donc c'est évidemment un processus assez long sur cet appel à projet. Il doit être soutenu, donc il peut être soutenu à titre individuel ou collaboratif, mais sur l'aspect collaboratif, il faudra quand même qu'il y ait un porteur unique, c'est-à-dire soit une société de projet, soit une entité qui se monte et qui rassemble les acteurs. L'aspect filière est très très important évidemment sur cet appel à projet espace de données mutualisé, et on a la réflexion est vraiment autour de quelles données mutualiser, dans quel contexte et pourquoi faire. C'est-à-dire que derrière on doit voir clairement un modèle économique au-delà des 5 ans de soutien du projet pour voir la viabilité de ce projet. Donc c'est des projets qui sont assez longs à mettre en œuvre, sur lesquels on peut évidemment vous aider puisque on en a accompagné quelques-uns sur leur mise en œuvre, et puis également à trouver des partenaires sur ce projet. Comme c'est un projet, un appel à projet assez structurant, c'est pas 3 semaines avant qu'il faut nous contacter, c'est bien en amont du montage de projet pour qu'on puisse vous aider sur l'entièreté, peut-être faire écosystème autour de votre projet et vous donner ou vous mettre en relation avec des porteurs de projets qui ont eux-mêmes remporté cet appel à projet, pour qu'ils vous donnent un petit peu les grandes lignes de comment bien monter son projet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez ce type de projet. Et donc maintenant, on va passer aux appels à projets nationaux, donc sur de l'innovation structurelle. Là non plus, pas de grandes nouveautés par rapport au mois dernier. Je vais vous présenter en particulier IDEMO, l'appel à projet Innove pour l'instant est clos. On va avoir les auditions sur ce concours d'innovation.
Et puis il devrait revenir évidemment l'année prochaine sur une nouvelle vague qui doit normalement clôturer vers le mois d'avril, donc qui sortira très certainement en janvier sur ce concours d'innovation. Sur la partie un petit peu plus amont de ce concours d'innovation, on a l'appel à projet iLab qui est vraiment pour financer le transfert technologique du laboratoire vers une activité économique. Donc celui-là va sortir, on attend le cahier des charges incessamment sous peu. Normalement, il sort vers la fin novembre, donc normalement au prochain R&D Corner du mois de décembre, on pourra vous le présenter. Il y a peu de chances qu'il y ait des gros changements dans le cahier des charges sur cet appel à projet iLab. C'est toujours un financement qui peut aller jusqu'à 600 000 € pour des projets de 1 million d'euros, dédiés vraiment au transfert de technologiques pour des entreprises qui ont moins d'1 an, enfin moins de 2 ans. Et si vous avez un tel projet, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent, puisque c'est pareil, c'est des projets qui sont complexes à montrer. C'est un concours qui est très concurrentiel, et donc si vous voulez être accompagné par Cap Digital pour essayer de mettre toutes les chances de vos côtés, vraiment contactez-nous dès maintenant pour qu'on puisse référencer votre projet. Et je vous dis, normalement, il devrait sortir à la fin du mois pour une clôture début février ou fin janvier. On a toujours les appels à projets ANR, s'il y a des chercheurs qui nous écoutent. Évidemment, on accompagne toujours les projets ANR. N'hésitez pas à nous contacter si vous en avez. Je ne vais pas les présenter, mais vous connaissez la mécanique très bien. Donc, pour votre pré-dépôt, vous devez juste vous rattacher à un pôle de compétitivité et la labellisation vient si vous êtes sélectionné en première proposition. Donc, je vais vous représenter IDEMO dans sa 3e version. Donc, IDEMO 3, c'est vraiment l'appel à projet phare individuel ou collaboratif, mais j'ai envie de dire plus collaboratif puisque c'est un des seuls appels à projet de l'innovation structurelle qui est collaboratif. Donc, c'est vraiment pour soutenir des projets structurants de développement des entreprises à haute valeur, à haute intensité technologique. Il faut vraiment que vous démontriez votre rupture technologique, c'est un bien gros mot, mais on va dire que vous apportiez en tous les cas des éléments qui montrent que vous faites vraiment, que vous prenez des risques et que vous voulez entreprendre vraiment, faire de la recherche et du développement autour de vos technologies. Donc l'impact et la transition écologique, enfin l'impact sur la transition écologique, c'est quelque chose qui est vraiment à démontrer sur cet appel à projet, même si votre projet ne concerne pas directement des enjeux de transition écologique, il doit en tous les cas montrer by design que vous adressez ces enjeux dans le développement de votre projet. Donc c'est très important de montrer ça, de démontrer comment vous allez mettre en œuvre ces processus-là dans votre plan de R&D j'ai envie de dire plus que comment vous allez aussi quantifier tout au long de votre projet l'impact environnemental de votre projet numérique. Donc c'est un appel à projet qui est ouvert au fil de l'eau. Il y a des dates de relève, mais vous pouvez déposer votre projet quand vous voulez. Évidemment, on peut vous accompagner sur l'ensemble des phases. Il y a une première phase de dépôt qui est sous forme de slide. Ensuite, vous avez un oral, et ensuite, si vous êtes sélectionné à l'oral, on vous demandera de déposer un dossier écrit. Donc pas trop de changements par rapport au IDEMO précédent, c'est toujours 3 à 5 ans. La seule différence, c'est que une grande entreprise seule ne peut pas porter un projet, il faut forcément qu'elle soit en consortium, mais sinon il n'y a pas de gros changements. Il faut avoir des projets qui soient supérieurs à 4 millions d'euros. Donc voilà, n'hésitez pas sur les prochaines relèves à nous contacter, pareil, le plus en amont possible sur cet appel à projet-là. On peut également vous aider à préparer votre oral. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un tel projet.
Toujours également ouvert l'AMI compétences et métiers d'avenir, qui est sur une deuxième saison, qui concerne des projets peut-être plus petits, plus spécifiques que les grands projets qui ont été financés jusqu'alors et qui ont concerné majoritairement les instituts de recherche et d'éducation. Donc voilà, sur des plus petits projets, pareil, ouverts au fil de l'eau, avec des volets un petit peu différents, avec évidemment le volet numérique qui est très abordé, les volets sur l'intelligence artificielle qui est également bien représenté. Donc c'est un des projets phares sur les compétences. Donc si vous avez des projets qui tournent autour de l'acquisition de nouvelles compétences ou des compétences sur des métiers d'avenir ou des métiers en tension, n'hésitez pas à proposer également votre projet. Et j'en ai fini sur les appels à projets nationaux. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou dans la salle? Alors, en ligne, on n'a pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, peut-être. Oui. N'hésitez pas à vous présenter. Oui, excusez-moi, Véronique Palmier, InWeCast RapidMOOC, et donc effectivement, comme ces appels à projets que vous présentez sont assez larges, on va dire, quand vous parlez par exemple de projets éco-responsables, est-ce qu'il faut que l'impact me soit mesurable de façon immédiate ou de façon, par exemple, nous on fait des dispositifs, donc des vidéobâtons, et l'impact écologique il est évident parce que en fait on va réduire en fait le temps de parcours des apprenants, le temps de parcours. Est-ce que ça c'est un critère qui peut être pris en compte ou est-ce qu'il faut que l'impact de réduction du CO2 soit direct, quoi? Alors, comme je le disais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet qui a un impact direct sur la transition écologique. Par contre, il va falloir que vous démontriez, et plus que juste, on est passé quand même à un stade sur les appels à projets. Quels que soient les appels à projets, de toute façon, il va falloir que vous quantifiez votre impact. Vous avez une grille d'impact à renseigner quand vous déposez un projet. Mais là, il va falloir que vous montriez, que vous démontriez, ou au moins que vous monitoriez l'impact carbone de votre solution et montrer en quoi, justement, vous adressez cet enjeu-là, soit par la réduction des temps, soit par la réduction, je sais pas, soit par la frugalité de vos algorithmes, soit par la frugalité des solutions technologiques que vous engagez. Comment, en fait, by design dans vos processus de R&D, vous adressez ces enjeux de transition écologique, c'est-à-dire que vous les intégriez comme vraiment curseurs pour choisir le type d'innovation que vous voulez porter. Et ça, il va falloir que vous le quantifiez. C'est-à-dire que on est passé d'un stade plus déclaratif à un stade où on va vous demander de le quantifier. Donc la plupart du temps, quand on n'a pas forcément de solution de monitoring et qu'on souhaite justement montrer en quoi notre projet en fait adresse ces enjeux-là, nous à chaque fois ce qu'on conseille, c'est vu que c'est un projet qui est ouvert en consortium, c'est d'ajouter dans son consortium des entreprises innovantes qui sont capables de vous accompagner aussi sur ce monitoring de solutions. Vous pouvez les prendre soit en partenaire dans votre projet, soit en sous-traitant. Ça, c'est éligible aussi aux frais qui sont inhérentes à vos dépenses dans le projet. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet qui impacte directement, qui adresse directement les enjeux de transition écologique, mais par contre, il va falloir que vous montriez en quoi votre projet ne nuit pas à l'écologie et même favorise une réduction de la dépense énergétique ou tout autre enjeu de décarbonation. Bonjour, donc Jacques Cazin, Business Options, j'accompagne les startups dans leur développement. Alors d'abord merci parce que de nous aider dans ce maquis des aides, c'est pas toujours évident, là vous le faites clairement. Alors j'avais deux questions, dont une qui a été partiellement répondue, c'est que souvent je m'aperçois que les startups ont un écueil de solidité, et vous avez répondu que c'est 1 pour 1, capitaux propres, etc. C'est souvent ce qui bloque, voilà. Et la deuxième question… Hormis iLab, où vous n'avez pas de conditions de fonds propres.
Et je pense que ça, c'est important à souligner. Tous les autres appels à projets, effectivement, comme vous le disiez, vous avez une condition de fonds propres. La condition de fonds propres, on va dire de façon claire, c'est environ 1 pour 1. Même si BPI le redit clairement, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce rapport 1 pour 1 au moment où vous déposez votre projet. Par contre, BPI s'assurera que si vous êtes lauréat et que que votre projet est financé, vous ayez ce 1 pour 1 pendant toute la durée du projet. Et donc, la solidité financière de l'entreprise sera de toute façon évaluée. Maintenant, s'il y a un doute au moment où vous déposez le projet, il vous bénéficiera toujours. C'est-à-dire que ils vont pas écarter votre dossier parce que à la date du dépôt, vous n'avez pas ce 1 pour 1. Mais par contre, quand vous déposez votre projet, si vous n'avez pas de 1 pour 1, il va falloir quand même que vous démontriez dans votre projet que vous allez les acquérir, que vous avez des bonnes chances d'avoir les fonds nécessaires pour supporter ce projet-là, puisque BPI prend un risque avec vous, et donc vous devez aussi prendre un risque dans ces projets, et donc c'est pour ça qu'il vous demande de financer 50%, un peu plus, en fonction de votre typologie d'entreprise, du projet. D'accord, très clair. Alors ma question, elle est un peu, c'est-à-dire que vous avez une super expérience avec toutes les startups que vous recevez. Moi, j'ai des startups, et pour prétendre à plusieurs de ces projets. Est-ce que en allant vous voir, vous pourriez nous donner une idée de dire tiens, si tu postules là par rapport à ton projet, tu as sans doute plus de chances que là. Est-ce que vous avez une idée de l'attractivité des chances finalement? Parce que si on est 1 million à répondre à un projet, peut-être qu'on a intérêt à répondre à l'autre projet parce qu'on a une chance sur 2 ou une chance sur 3. Est-ce que vous pouvez nous aider dans ce choix? Alors tout à fait, c'est l'intérêt de notre longévité sur ces processus d'innovation, et de très bien connaître les appels à projets et de pouvoir échanger avec les financeurs sur ces appels à projets pour savoir exactement ce qui est attendu. C'est pour ça que la plupart du temps on essaie d'inviter lors de ce typologie de matinée les financeurs pour que justement ils donnent un petit peu les critères de sélection. Et c'est vraiment le sens de la première phase en fait de notre accompagnement, qui est sur le diagnostic. Le diagnostic, c'est savoir si effectivement vous êtes éligible, si votre projet est innovant, si vous remplissez bien tous les critères, mais c'est surtout de vous orienter vers le bon appel à projet, le ou les, parce que des fois il n'y a pas forcément qu'un appel à projet qui corresponde, mais en vous donnant aussi les critères de sélection de ces appels, de savoir lequel on pense qui est mieux destiné à votre projet en fonction de la typologie de votre projet. C'est pour ça qu'en amont, on essaye, on vous fait remplir un petit questionnaire, c'est pour pouvoir préparer un petit peu notre entretien et savoir quel serait justement le meilleur appel pour votre projet, et ensuite vous accompagner sur toute la phase de montage de projet. Alors plutôt sur la stratégie, évidemment, on n'écrit pas les projets. Vous voyez, on est que 2 pour l'instant en R&D, donc évidemment, on va pas écrire votre projet. On n'est pas un cabinet de conseil et on les remplace pas. On est vraiment là pour vous aider à structurer, pour vous dire ce qu'il faut mettre en avant dans votre projet et voilà, et quel est évidemment le meilleur projet le meilleur appel pour votre projet. On a aussi la connaissance de certains appels qui vont sortir, donc on peut aussi vous aiguiller sur des appels qui devraient sortir dans les prochains. En fait, ça fait 1 mois que c'est dans les prochains jours, mais donc on sait qu'il y a des appels à projets qui vont sortir. On sait qu'il y a des appels à projets qui vont revenir, et notamment, on va dire sur les appels à projets régionaux. On est très en lien avec la région Île-de-France pour essayer d'anticiper un petit peu les candidatures et pour faire ce premier filtre aussi sur les candidatures, pour vous éviter de monter un projet si vous n'avez aucune chance d'être lauréat. On est là aussi pour vous faire gagner du temps et pour vous dire vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt, et vous aider à devenir prêt pour déposer votre projet au bon moment dans le développement de votre entreprise. Très clair, merci. Et enfin, on a une dernière question en ligne qui demande quel est le sigle AMI. Je peux répondre. Oui. Ça signifie appel à manifestation d'intérêt. Et donc voilà, ça fonctionne un petit peu différemment. Je ne sais pas si tu veux compléter, mais non, mais ça dépend en fait.
parfois, ils lancent des AMI où il n'y a pas d'enveloppe financière associée, c'est-à-dire qu'ils mettent des appels à manifestation d'intérêt et en fonction de la typologie de projet, en fait, ils vont vous rediriger vers un appel à projet qui est sorti majoritairement quand il y a des AMI sur France 2030. La typologie de projet, c'est IDEMO. Donc, en gros, il n'y a pas d'enveloppe financière liée à l'AMI, mais les meilleurs projets vont être sélectionnés et repositionnés sur un IDEMO. Ça sert aussi sur ces AMI-là à pouvoir designer les prochains appels à projets. Donc, en fonction des projets qui sont déposés sur ces AMI, et c'est notamment ce qui a été fait sur l'AMI, sur l'éco-conception du numérique. Ça a permis de façonner la stratégie d'accélération du gouvernement sur ces problématiques-là. Donc là, c'est pas le cas sur l'AMI compétences et métiers d'avenir. Là, il y a une enveloppe financière qui est dédiée à cette AMI, et c'est juste peut-être un processus qui est un peu différent, puisque vous avez une pré-audition, vous avez finalement un projet assez light à déposer. Ensuite, vous êtes auditionné par la Caisse des dépôts pour savoir si votre projet rentre bien dans les cases. Donc voilà, il n'y a pas de grosse différence là sur l'AMI compétences et métiers d'avenir par rapport à un appel à projet. Merci. On a fait le tour des questions. Très bien. Eh bien, on va passer aux appels à projets européens. Et donc, je te relaisse la parole. Ah oui, pardon, ça pète. Oui, on va conclure ce R&D Corner sur les appels à projets européens. Donc déjà dans un premier temps, voilà un rappel de la structure du programme cadre pour la recherche et l'innovation européen. Donc Horizon Europe sur la période 2021-2027. Ce programme s'articule avec trois piliers. Un premier pilier qui est pour la recherche fondamentale, qui s'appelle Sciences d'excellence. Un deuxième pilier qui est plus sur la recherche appliquée avec des problématiques mondiales et qui tente de répondre et de soutenir la compétitivité industrielle et européenne. Et enfin, un troisième pilier, Europe innovante, qui est davantage à destination des startups pour les accompagner dans leur scalabilité. Donc on va s'intéresser surtout au pilier 2 et pilier 3. Donc le pilier 2, donc, voilà, qui vise qui initie ou renforce des collaborations avec des partenaires internationaux. Donc ce sont des projets collaboratifs. Essentiellement, tous les projets dans ce second pilier sont des appels à projets collaboratifs avec une règle de minimum 3 partenaires venant de 3 pays différents de l'Union européenne ou des pays associés. C'est la règle. Dans les faits, les projets sont généralement constitués de consortiums d'au moins 7 à 8 partenaires, et voire beaucoup plus dans d'autres cas. Ce second pilier, il se découpe en 6 thématiques qui sont appelées des clusters. Ces clusters visent donc différents domaines tels que la santé, les ICC, la sécurité civile, tout ce qui est numérique, industrie et espace, le cluster 5 sur le climat, l'énergie et les mobilités, et enfin le cluster 6 qui est plus orienté sur les alimentations, les bioéconomies, les ressources naturelles et autres sous-thématiques. C'est des appels à projets qui visent tout type d'acteurs. Alors, c'est généralement souvent des centres de recherche ou des universités qui vont être chefs de file de ces appels à projets, mais les entreprises sont bien évidemment incitées à le faire et à participer, du moins. Être chef de file d'un projet de cette ampleur, c'est parfois un challenge en termes de gestion, mais les entreprises sont très bien vues pour participer en tant que partenaire de ces projets également. Ce second pilier, il va se séparer, il va avoir 3 types d'actions différentes. Donc un premier type d'action qui va être le Research Innovation Actions, qui vont être plutôt orientés sur de la recherche plutôt fondamentale ou en laboratoire, avec des activités donc de R&D, développement d'intégration, des essais, des validations de prototypes à petites échelles et de faisabilité technique, et sur des TRL qui vont de 4 à 6 généralement, pour des durées de projet de 36 à 48 mois en moyenne. Encore une fois, c'est des moyennes, il n'y a pas de règle fixe là-dessus. Les taux de financement applicables sont de 100% pour tout type d'acteurs, que ce soit des acteurs publics ou privés, sur ces actions-là.
Ensuite, on va avoir les Innovation Actions qui vont intervenir dans un second temps pour des activités de R&D, donc de prototypage, d'essais de démonstration et de validation à grandes échelles, en fait, à la fin de ces projets-là. L'objectif, c'est que la solution proposée soit quasi commercialisable. Donc là, le taux de financement diffère en fonction des entités. Donc les entités à but non lucratif, donc vraiment public, seront financées à 100% toujours, mais les entités à but lucratif, plutôt privé, seront financées à 70% et dans certains cas à 60%. On est sur des TRL donc, qui prennent la suite des actions à vente, donc de 6 à 8, avec des projets sur à peu près en moyenne, encore une fois, sur les mêmes temporalités. Et enfin, on va avoir les Coordination and Support Action qui, comme son nom l'indique, sont des activités de complémentaires et stratégiques qui visent à soutenir les filières des filières de recherche et qui financent là également tout type d'acteurs à 100%. C'est généralement également des projets un peu plus courts que pour les deux autres actions. Donc voilà, je vous ai fait un rappel peut-être sur le cluster 4, enfin un focus sur le cluster 4, numérique, industrie et espace. Parce que là, les derniers appels à projets du programme de travail 2023-2024 vont ouvrir courant novembre. Ces appels à projets, ils vont être ouverts jusqu'au 19 mars. Et comme c'est des projets collaboratifs qui demandent un certain temps de préparation, et voilà, si vous êtes intéressé pour rejoindre certains consortiums, il faut s'y prendre assez tôt. On peut vous mettre en réseau avec peut-être des consortiums dont on aura connaissance. Et donc au sein de ce cluster 4, donc il y a 3 destinations. Donc les destinations sont un peu des sous-thématiques qui vont adresser particulièrement le domaine du numérique. La destination 3, donc technologie de données et d'information de pointe. La destination 4, technologie numérique et émergente de la compétitivité adaptée au Green Deal, donc sur toutes ces thématiques de transition écologique. Et la destination 6, donc développement éthique et centré sur l'humain, des technologies numériques et industrielles. Voilà, pour chacune de ces destinations, il y a plusieurs appels à projets qui sont ouverts. En tout, sur ces 3 destinations, il doit y avoir entre 15 et 20 appels à projets qui vont ouvrir dans le courant du mois de novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ces types d'appels et que vous souhaitez en savoir plus. Ensuite, je vais aborder un autre type de financement, donc les financements en cascade qui visent à financer des startups et des PME. Donc, c'est des projets qui ont été financés dans le cadre d'Horizon Europe qui vont ensuite, comme son nom l'indique, refinancer des sous-projets, on va dire, qui sont plutôt adaptés à des startups ou des PME, donc avec des dossiers beaucoup plus simples à compléter, des parties administratives qui est aussi moins prenante, et donc des subventions généralement entre 50 et 150 000 euros, ça peut aller au-delà. Et voilà. Les projets sont également généralement plus courts, donc on a des projets de 6 à 18 mois généralement, avec des taux de financement intéressants puisqu'ils sont généralement de 100%. On a souvent ce type d'appel à projet vise souvent des projets individuels, mais dans certains cas, on peut avoir aussi des petits consortiums de 2 à 3 partenaires maximum. Donc voilà, ça peut viser donc à soutenir un projet, mais ça peut également viser à sélectionner des startups technologiques à des fins d'accélération d'incubation, avec des programmes dédiés, des coachs, du coaching, etc. Ça peut soutenir des pilotes, des démonstrations ou des expériences sur une technologie, un cadre innovant spécifique. Donc voilà, moi aujourd'hui je vous en ai présenté, voilà, ça prend aussi quand même quelques avantages, pardon, avant que je présente certains. Donc comme je dis, c'est des dossiers assez légers, un focus sur le développement de la stratégie de l'entreprise. C'est des financements exclus de l'arrêt des minimis. Et donc c'est des taux de réussite qui sont généralement plus élevés que sur les grands appels à projets européens. Donc voilà, c'est des procédures simplifiées adaptées aux PME. Donc voilà, je vous en présente 2 ce matin. Projet EARHI qui lance son second appel à projet qui est ouvert jusqu'au 20 décembre 2023. Ce projet donc, il vise à incorporer des applications robotiques et d'IA pour l'industrie et qui sont orientées vers l'humain. Donc là, on a un taux de financement qui est assez élevé, donc jusqu'à 200 000 euros. Et donc 100% des dépenses éligibles et des projets attendus entre 15 et 18 mois. C'est des projets individuels ou de petits consortiums de 2 entités maximum. Donc voilà. Donc c'est un
L'appel à projet vise à développer donc des projets de démonstration de R&D qui ciblent les objectifs définis par ce projet RHI. Donc, soutenir l'industrie dans l'adoption de technologies numériques éco-responsables avancées, soutenir les travailleurs dans leur activité quotidienne et améliorer leurs conditions de travail, conduisant à une augmentation de la productivité, et adopter une approche centrée sur le travailleur en tenant compte du bien-être et de la santé au travail. Voilà. Donc tout ça par des technologies d'IA et de robotique de nouvelle génération. Enfin, 2 appels de Next Generation Internet, une initiative européenne pour dessiner l'Internet de demain. Donc, c'est une initiative qui a été lancée par la Commission européenne en 2016 et qui vise à créer et rassembler une communauté d'acteurs qui aspirent à développer une technologie pour l'Internet plus sûre et plus respectueux de l'environnement. Là, on va avoir le NGI Zero on Trust, donc sur des projets de 12 mois avec 50 000 € de financement à la clé. C'est ouvert à tout type d'innovateurs et voilà, c'est ouvert jusqu'au 1er décembre. Donc celui-là, il vise plutôt à soutenir des projets permettant de développer des nouveaux outils Internet qui puissent fournir aux citoyens une infrastructure plus fiable, garantir un respect de la vie privée, une portabilité des données, une meilleure sécurité générale et voilà, de pouvoir plus être maître de ces données en ligne. Ça développe des briques technologiques également dignes de confiance, voilà, avec des logiciels libres, open source, hardware libre et standard. Et enfin, NGI Zero Core, qui vise lui avec les mêmes modalités de financement et de date limite de dépôt, qui va soutenir un Internet mondial plus sûr et plus résistant, et également de faire évoluer les technologies décentralisées pour permettre de bénéficier à la fois du local d'abord et des économies d'échelle sans centralisation inutile. Donc voilà pour ces 2 appels NGI. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à nous contacter. Quelques aides également qui existent pour vous accompagner dans le dépôt de ces projets. Sur la région Hauts-de-France, on va avoir le FRAP, qui est un dispositif qui permet, qui s'appelle le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, qui permet de mettre à disposition des jours de consulting pour un coordinateur de projet ou alors un leader de work package. Donc voilà, c'est financé à 100%, c'est des jours mis à disposition. Sur le territoire français, on va avoir l'ANR qui propose le MRSEI, montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, qui permet d'avoir une aide de 30 000 € sur 2 ans pour participer au montage de son projet. Donc ça va pouvoir financer des activités de consulting, mais également des rencontres avec des partenaires si nécessaire et autres. Et enfin BPI France qui propose le DIAG Europe et le DIAG PTI. L'un, c'est pour les entreprises seules qui souhaitent candidater à des appels à projets européens type EIC accélérateur. Et le second, c'est pour des porteurs de projets de projets collaboratifs. Donc là, ça va prendre en charge 50% des prestations de conseil si vous souhaitez avoir recours à un cabinet de conseil. Donc voilà. Ensuite, quelques événements à partir d'aujourd'hui. Un forum sur l'AI, Data and Robotics au siège de l'INRIA au Cheney-Recrancourt. Et ensuite, quelques webinaires que je vous ai listés ici, et dont le Journée Ambition Europe qui aura lieu à Lyon, mais également accessible en hybride, pour avoir une meilleure connaissance des financements européens accessibles. Donc voilà, je vais passer la parole à ma collègue Shainez pour vous présenter d'autres activités du pôle. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous présenter un appel à projet qu'on organise avec MFS, donc Mobilize Financial Services. C'est la 3e saison de ce programme d'Open Innovation. Et cette année, le focus est fait sur la maintenance prédictive. Donc, Mobilize est à la recherche d'une solution qui permettra d'améliorer la productivité de leur logiciel grâce à la détection d'incidents sur les systèmes d'application, grâce à la détection de signaux faibles qui permettront du coup d'anticiper d'éventuels bugs sur leur logiciel et du coup de les éviter et, de manière à ce que ça puisse améliorer l'utilisation de leur logiciel. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je reprends d'autres termes, ils sont à la recherche d'une solution qui pourra se loguer au logiciel qu'ils utilisent, qui est Elasticsearch. Les logs qui seront utilisés via Elasticsearch devront être analysés par cette solution. Ensuite, être en mesure de fournir un état des lieux, notamment la fréquence des incidents,
quels sont les contextes dans lesquels les signaux faibles apparaissent, et à partir de cela, éviter le plus possible l'apparition de dégradation des services. Voilà, l'appel à projet est déjà lancé. L'appel à candidature se termine le 20 novembre, donc il reste 2 semaines. Vous avez plus d'informations sur le site internet via le lien qui est inscrit sur la slide, et je suis également disponible pour répondre à vos interrogations si vous en avez. Merci beaucoup, Shainez. Je rappelle, pour contacter les personnes de chez Cap Digital, c'est prénom.nom@capdigital.com. Et si jamais vous cherchez des contacts ou des informations, on a toujours nos appels, nos mails génériques, donc soit animation au singulier @capdigital.com, soit pour nous projet@capdigital.com. Et on en a terminé pour ce R&D Corner. Juste si vous voulez avoir un panorama des prochains événements qui se tiendront chez Cap Digital, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page internet où elle est référencée. Mais voilà, Antoine a mis les événements à venir sur les slides. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est en ligne, c'est ouvert. N'hésitez pas également sur le prochain événement du 9 novembre à la Cité des Sciences de nous rejoindre, et on pourra discuter de vos projets. Et on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci à ceux qui étaient présents en ligne, merci à ceux qui sont venus jusqu'à nous chez Cap Digital, merci à l'équipe com derrière la régie, et merci beaucoup Arthur. Merci à toi, Jennifer, et bonne journée à tous. Bonne journée.